Bonjour à toi qui nous écoutes. Bienvenue dans cet épisode de Sentez-vous bien, un podcast qui donne la parole aux personnes s'étant lancées dans l'aventure du doctorat et qui ont ressenti une souffrance psychique durant leur parcours. Notre but, libérer leur parole et déstigmatiser ces situations complexes en lien avec la santé mentale. Alors que tu sois en doctorat, en post-doc ou touché de près ou de loin par l'univers de la recherche, sois à l'écoute, car ici, on ne se taise pas. Si tu rencontres des difficultés ou que cette histoire te fait écho, n'hésite pas à demander de l'aide, t'adresser à des professionnels de santé ou services dédiés à ces problématiques. Après un début de thèse complexe, alliant phrases cassantes et paralysie face au travail, Mian te partage aujourd'hui ses ressentis. Entre burn-out et besoin de reconnaissance, je te laisse en sa compagnie afin de comprendre son combat face à son épuisement, aussi bien physique que psychique. Alors si tu es prêt à découvrir ce nouveau témoignage, c'est avec plaisir que je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Mian, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sentez-vous bien. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'accepter de te livrer et de partager une partie de ton histoire. Donc bienvenue. Merci, et je suis contente de participer à ce podcast et merci à vous pour votre travail. Vu qu'on va parler un peu de toi aujourd'hui, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer dans quel domaine tu fais ta thèse ? Je suis Mian et maintenant je me définis plus par le travail, mais si je devais le faire, j'aurais dit que je suis actuellement doctorante en chimie. En répondant à notre appel, tu as exprimé une certaine souffrance durant ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer le déroulé de ton histoire ? J'ai commencé mes activités dans mon labo un peu avant la thèse, j'étais en stage de M2 là-bas. Et comme ça se passait bien, j'ai pu avoir une bourse pour poursuivre en thèse. J'ai commencé ma thèse en octobre 2019. Comme je l'ai dit, je suis doctorante en chimie et ça nécessite de faire du travail, ce qu'on appelle à la paillasse, donc au laboratoire, on va manipuler des choses. Il y a les autres parties où on va faire notre bibliographie, lire les articles du milieu. Donc j'ai fait un peu moins d'une année de thèse et j'ai eu le magnifique confinement du printemps 2020. Et durant le confinement, ça commençait à être un peu difficile pour se concentrer, pour rédiger des choses pour ma thèse. Au déconfinement, il fallait rattraper tout le travail qu'on n'avait pas pu faire sur place, en présentiel, faire beaucoup des manipulations, des expériences au laboratoire pour rattraper le temps perdu. J'ai eu des stagiaires. C'était très intense et j'arrivais pas à faire les deux en même temps et c'était juste difficile. Et après, comment s'est déroulée la suite ? Il y a eu mes vacances d'été en 2020. Il y a quelques éléments personnels qui ont fait que ça a dégénéré un peu mentalement. Mais voilà, ça s'est accumulé avec déjà le malaise qui était là. Et puis le malaise, il s'est un peu transformé en mal-être en septembre 2020. Ça commençait toujours plus dur et mes encadrants ont commencé à exprimer leur inquiétude. Ils m'ont dit clairement qu'ils s'inquiétaient pour ma thèse et je me suis dit c'est bon, on est sorti d'un confinement, c'est une période difficile et je me sens pas si en retard par rapport à d'autres doctorantes de mon labo. Et ils ont commencé à me dire mais là t'es vachement en retard, t'arrives pas à respecter tes deadlines, là faut que tu travailles le soir, le week-end pour rattraper ton retard. Et j'étais déjà pas très bien psychologiquement, je me suis dit que ça allait être un peu difficile. Mais il voulait toujours que je finisse ce manuscrit de thèse, donc vous allez comprendre que c'est un point assez critique dans mon mal-être de thèse, c'est vraiment le travail que je devais faire et que j'ai jamais pu compléter, parce que c'est un travail très demandeur, en concentration, synthétiser l'info de toutes parts. J'essaie de faire du mieux que je pouvais, et on m'a dit que si j'avais pas lu tous les articles du domaine, j'étais déjà très en retard. Et vous savez, pour moi, la science, c'est quand même très infini. Les connaissances, elles sont très 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 étendue et pour moi c'est presque impossible de tout savoir tout sur un domaine, je le vois comme ça, mais mon encadrant m'a dit que j'étais super en retard et que je devais déjà le rattraper en lisant tous les articles du domaine. Donc ça commence un peu comme ça, un peu la panique. Ça commence à être des phrases du type on s'inquiète pour ta thèse, avec ton retard que t'as accumulé, si tu travaillais en entreprise t'aurais déjà été viré. À ce moment-là, vous pourriez vous dire que j'avais juste à dire non. Enfin, pourquoi vous parlez comme ça, les contredire un petit peu. Et sauf que moi, j'ai 4 encadrants et encadrantes dans ma thèse. J'ai 2 directeurs de thèse et un encadrant, une encadrante. Et quand les 4 personnes d'une équipe sont d'accord, on se dit que c'est effectivement de notre faute, qu'on est en retard et qu'on mérite pas de, de dormir le soir. Donc on se tait et on continue. Là, les petites phrases cassantes que j'ai mentionnées, c'est que 2 parmi des dizaines de phrases qu'on m'a dites.
Après coup, quand j'ai reconfronté mes encadrants pour leur dire que ça allait vraiment pas, ils m'ont dit mais en fait la porte est toujours ouverte, t'avais qu'à parler, nous on n'a jamais su que ça allait aussi mal. Donc quand la porte est ouverte, mais que la porte est ouverte aussi pour vous démonter, ben on n'a pas trop envie de revenir et de se confier sur son mal-être. Si tu pouvais caractériser un petit peu ton ressenti, quel ressenti ce serait? La culpabilité, je pense. C'est toujours se dire j'ai pas fait assez, je travaille pas assez vite, j'ai pas de capacité à gérer mon temps, mon stress. C'est ce que je ressens à ce moment-là. Est-ce que tes encadrants sont venus vers toi ou du moins ont essayé de s'adapter à ta situation? Le cœur de la guerre, c'était la rédaction de mon manuscrit de thèse. Donc, j'étais en première année, fin de première année, début de deuxième année. Et c'était là où je devais rédiger mon manuscrit. Comme j'avançais pas et que je disais que j'avais du mal à la fois à faire les expériences au laboratoire et rédiger en même temps, on m'a fait un petit confinement personnalisé. Quelle chance. On m'a dit que bah voilà, Mian, voici le deal. Tu reviens pas au laboratoire tant que tu n'as pas terminé ton premier chapitre. Et j'ai fait d'accord, trop bien, je vais être chez moi tranquille, je vais pas être sollicitée par tout le monde, je vais pas avoir à choisir entre faire mes expériences et rédiger. Bon, finalement c'était un peu la même chose. C'est toujours l'angoisse qui était là, mais voilà, il y a eu une petite tentative d'aide. Derrière ça, j'analyse de nouveau la situation, ça m'a beaucoup isolée quand même. J'ai plus de soutien, c'était bon, bah tu termines et c'est tout. C'était pas vraiment une aide finalement. Et pendant ce temps-là, on me disait aussi, il faut que tu suives des conférences, des congrès sur Internet, des visios. Et je me rappelle de m'être réveillée un dimanche à 8h du mat parce que décalage horaire et je suis en train de suivre la conférence depuis mon lit alors que je devais rédiger. Et finalement, mes encadrants ont levé cette restriction, ce mini-confinement plus tôt que prévu. Et je dois revenir. Je commence à stresser très fort en revenant sur les lieux du laboratoire. Je dois redéposer des affaires là-bas et aussi juste aller au labo pour le travail, quoi. Je commence à avoir des crises de larmes dans le transport et je pleure dans le train tout le temps et j'arrive à un arrêt de bus près de mon laboratoire et je m'effondre en larmes. J'arrive pas à repartir de l'arrêt de bus tellement j'ai peur en fait. Et j'envoie un SMS à une de mes encadrantes avec qui j'étais très proche à l'époque. Et je lui dis j'arrive pas à décoller de l'arrêt de bus, j'arrête pas de pleurer dans les transports, partout, ça va pas quoi. Et j'ai pas la force, je me sens pas apte à venir au labo, j'aurais pas la force d'interagir avec qui ce soit, et je lui envoie ça. La première réponse que j'ai, c'est je sais pas quoi faire pour toi, ne t'isole pas, ou va trouver des amis, des médecins, mais je peux rien faire pour toi. Et à ce moment-là, quand je suis à l'arrêt de bus, en train de pleurer, c'est très très dur à entendre, et je suis rentrée chez moi à ce moment-là. Ça, c'est le moment le plus marquant où j'ai vraiment essayé de dire que ça allait pas, et ça n'a pas trop marché. Je sais pas si mon encadrante, elle a fait circuler cette info aux autres membres de l'équipe, parce que peut-être qu'elle s'est dit que c'était un peu privé et qu'elle n'avait pas à dire ça à tout le monde. Mais pour moi, le fait qu'elle ait pas tilté, que ça allait pas, ça m'a pas incité à retourner vers mes encadrants pour leur dire au fait, ça va vraiment pas, parce que c'était déjà un point culminant de ma détresse. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi après? À ce moment-là, j'avais commencé à réaliser que j'avais besoin d'une aide psychologique. Donc j'ai commencé à contacter la psychologue de l'école, à qui j'ai commencé à raconter mon histoire, l'histoire de l'arrêt de bus, etc. Un peu tout. Elle suspecte un peu une dépression à cause de cet épisode très violent de la crise de larmes à l'arrêt de bus. Voilà, je commence à faire des séances presque hebdomadaires avec elle, et ça me fait beaucoup de bien, j'ai du recul sur ce que je fais, etc. On désamorce le fait que je voyais mon travail comme une montagne et que je devais juste construire des petites marches pour déconstruire mon travail, au lieu de voir tout mon chapitre à écrire, décomposer en faire des recherches, écrire un paragraphe, etc. Donc ça commence à aller un peu mieux, j'ai commencé à reprendre du poil de la bête et je me rappelle avoir pu rédiger une dizaine de pages d'affilée en 2 semaines et j'étais très contente de moi, c'était le plus gros progrès que j'avais fait depuis un temps. Et j'arrive à cette réunion pleine d'espoir, etc. Et voilà, mes encadrants me disent ok, c'est bien, mais c'est quand que tu le termines vraiment ton chapitre? Parce que là, tu as avancé et là, elle n'est pas terminée. Et je réalisais que j'avais déjà de gros problèmes pour gérer mon temps. Et je voulais pas leur dire une date qui allait pas être respectée. Mon encadrante me dit
Mais Mian, tu fais pas comme les autres fois, tu fais pas comme la deadline de mai, la deadline de juin, la deadline de juillet, la deadline de septembre. Elle énumère comme ça les mois les uns après les autres et elle me dit tu fais pas comme ça parce que voilà, il faut respecter ces deadlines. Ce mot deadline m'a un peu traumatisée parce qu'il y a un autre de mes encadrants qui a ajouté mais Mian, tes deadlines, faut que tu les respectes comme si ta vie en dépendait. La meilleure phrase de mon doctorat, je crois. Ce genre de phrase m'a vraiment traumatisée. Et ça m'a fait vriller. Quand il y a 4 encadrants qui sont devant toi et qui te disent qu'ils sont d'accord, quoique il y en a un, il a dit bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais dans le fond, t'as raison, quoi. Voilà, c'est le moment où on a pris ma défense pendant ma thèse. C'était pour dire que c'était un peu trop de dire qu'il fallait travailler comme si sa vie en dépendait. Et ce moment, il m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit, mais heureusement que ma vie ne dépend pas de mon travail, sinon, qu'est-ce que je dois comprendre de ça ? Voilà. Ça, c'était un peu avant les vacances de Noël de l'année 2020. Et toujours incapable de continuer, je commence à avoir peur de mes mails, des notifs de mails. Donc première chose, je désactive mes notifs. Comme ça va mieux. Mais plus on ignore le problème, plus on peut développer une anxiété dessus. Et ça commence comme ça. Je commence à pleurer à la paillasse. Quand ça allait pas, je m'isolais dans les toilettes de mon laboratoire pour lâcher un petit coup. Et voilà, c'était très perturbé entre septembre et décembre 2020. J'arrive pas à trop remonter la pente malgré les aides de ma psychologue. Quand tu disais que tu avais peur des notifs de mail, ça te provoquait tout de suite une angoisse ou c'était quoi vraiment que tu ressentais Dès que je voyais le nom d'un de mes encadrants dans la barre de notification, je me dis ok, je vais me faire défoncer en fait. De la peur, je dirais pas la terreur non plus, mais vraiment de la peur d'avoir une remarque blessante, de se rappeler qu'on est encore en retard et de reculpabiliser, quoi. Et du coup, après les vacances de Noël, qu'est-ce qui s'est passé ? Un peu avant, mon directeur de thèse me convoque dans son bureau et il me dit Mian, qu'est-ce qui va pas ? Dis-moi. Et j'étais tellement perdue que je n'arrivais même pas à réaliser que je n'allais pas bien. Et je lui ai dit, je ne sais pas, en fait, je sais pas ce qui va pas, mais j'ai toujours envie de continuer, j'ai de la bonne volonté, etc. Et il me dit, pour prouver ta bonne volonté, tu vas rendre le chapitre de thèse après les vacances de Noël. Et j'ai accepté. J'ai dit, oui, je vais vous montrer ma bonne foi. Parce que j'avais pas beaucoup d'activités à faire pendant les vacances de Noël, donc je me suis dit que ça me libérerait. Vacances de Noël, je regarde mon ordi, je suis figée devant mon ordi, j'arrive pas à l'ouvrir, et là, j'avais ma peur de notification que j'ai évoquée, c'était étendue à mon ordinateur, parce que ouvrir mon ordinateur, ça signifie ouvrir le logiciel de boîte mail, voir les mails, potentiellement se recevoir un mail cassant. Ça, c'était vraiment extrême. Enfin, c'est un moment où on n'est plus rationnel, quoi. Et j'avais peur de ça. Ne pas ouvrir mon ordinateur, c'est aussi ne pas rédiger ma thèse. Et je me suis dit, avec raison, je pense, que je devais me préserver mentalement pour les vacances de Noël, me ressourcer, ne rien faire, pour pouvoir tenir l'année 2021 à l'époque. Parce que sinon, si j'étais pas reposée et que je commençais l'année 2021 sur les genoux, j'allais pas aller très loin. Quand tu dis que c'était difficile pour rédiger, c'était le fait d'être chez toi ou c'est vraiment mentalement, il y a une pression qui était déjà là et que c'était dur de se concentrer ? J'ai jamais pu vraiment comprendre. J'ai pas eu de moment clé où vraiment ça dégénérait d'un coup, c'était progressif. Il y a le nouvel an, 2021, et premier jour, je me rappelle, je commence à pleurer déjà. Deuxième jour, je me mets à pleurer. Troisième jour, ça continue. Déjà, je pleure les 4 premiers jours de l'année, c'est un peu chaud. Je crois que je devais revenir le 4 ou le 5 janvier 2021 au labo. Et première journée, je reviens en pleurs dans les transports. Et il y a mon amie très proche, donc qui est doctorante avec moi, qui sent que c'est très critique. Et on rentre à la maison et elle me dit « Mian, j'ai l'impression que t'as un petit nuage noir au-dessus de la tête. Je sais pas ce que t'as, je sais pas si c'est une dépression, un burn-out, mais ça vaut le coup que tu leur en parles, parce que là, ça va vraiment pas. » Et faut savoir que c'est assez inhabituel. Je suis toujours quelqu'un de très joyeux, etc. Et ça m'a frappée d'entendre ça de sa bouche. C'est le moment où j'ai commencé à me dire que ça n'allait pas super bien en thèse. Je rentre chez moi, je tape « burn-out symptômes » sur Internet, je lis et je fais « ah, merde !» Je me reconnais totalement et ça fait quelque chose quand même de se dire qu'on a ça, surtout que j'avais toujours entendu burn-out de manière un peu éloignée. Je me dis mais comment on peut travailler à ce point-là ? Comment on peut travailler jusqu'au point où on est effondré ? Et c'était moi. Ce que je pensais paradoxal à l'époque, c'est que justement j'avais presque fait du non-travail tellement j'étais paralysée, tellement j'étais peu concentrée, j'avais pas mes facultés cognitives.
Et pourtant, j'étais en burn-out, clairement. Et je me rappelle avoir envoyé un mail à 2h du matin à 2 de mes encadrants les plus proches pour leur dire voilà, c'est une alerte. Je veux pas abandonner ma thèse, mais avec toutes les manifestations comportementales, cognitives, etc., je pense que j'ai un burn-out. Voilà, je lâche la bombe à 2h du mat. Et du coup, comment ils l'ont réceptionné, cette bombe? Je suis quand même allée au laboratoire le lendemain. Donc j'ai mis un peu de temps à avoir un retour. J'ai vu mon encadrante pendant la journée, elle m'a dit bon bah Mian, dans 2 jours on fait un entretien avec toi pour parler de ça. C'est 2 jours très très longs où je viens quand même au labo. C'est clairement du présentéisme parce que j'ai été incapable de faire quoi que ce soit. Mais voilà, c'est comme ça quand on n'a pas les capacités. Deux jours plus tard, donc, je me ramène avec dans mes mains un dossier sur le burn-out. Le dossier s'appelle le syndrome de l'épuisement professionnel. Je me ramène avec ce dossier dans les mains, dans l'espoir de dire bah voilà, j'ai lu ce dossier, je sais que c'est ça qui m'arrive, je sais aussi qu'il y a des solutions, qu'elles sont répertoriées et qu'on peut peut-être trouver un moyen de m'accompagner pour que ça aille mieux et que je poursuive ma thèse. Et cet entretien, je me rappelle, on n'a pas évoqué le mot burn-out une seule fois de l'entretien. Et tout ce que je me rappelle, c'est que je me suis fait culpabiliser. Les encadrants disaient on a mis en place des choses, t'as pas su y répondre. Et j'étais en larmes pendant tout l'entretien, quoi, parce que je n'arrivais pas à faire sortir que... Je voulais pas les culpabiliser, je voulais leur dire que moi j'avais compris que ça allait pas et qu'on pouvait faire autrement. Et à la place, je me fais culpabiliser, c'était terrible. Mon directeur de thèse qui me lâche voilà, je sais pas trop comment expliquer ça, Mian, je pense que tu t'es trompée de vocation. Et je crois que j'ai même pas pu réagir à ça, tellement ça venait de l'espace, quoi, cette remarque. Je souffrais mentalement, j'étais au fond du trou et il me dit mais tu t'es trompée de vocation. Avec le recul, je peux dire que maintenant, on s'en fiche de la vocation. Moi, je voulais travailler dans le milieu, peu importe s'il n'y a pas de vocation. Je voulais juste être là, faire ma thèse, et personne n'a le droit de projeter ce genre de phrase sur qui que ce soit. Je sors un peu de l'entretien sonné, mais il y a mon encadrante qui est la plus proche de moi, qui a pris le temps de discuter juste avec moi, seule, et j'ai vraiment essayé de lui faire comprendre. Elle ne comprenait pas, mais elle essayait. Par exemple, je lui disais, je sais pas à quel point le confinement a eu de l'impact sur moi, mais je pense que ça m'a peut-être détraqué dans un sens. Et elle dit, oui, mais c'est tout le monde est passé par le confinement, on doit faire avec, etc. Et elle me fait comprendre que une thèse, c'est pas toujours rose, ce qu'on sait, et que elle aussi, elle était très en colère contre ses encadrants à des moments, qu'elle en pleurait, voilà, mais que en quelque sorte que ça fait partie du jeu, et que c'est pas différent d'autres thèses, quoi. Très bien, j'entends ça, je suis d'accord, si c'est ça. Et là, le conseil qu'elle me donne, c'est ce week-end, t'oublies tout, tu vas courir 10 km, t'oublies, voilà, ça va aller mieux après le week-end. Alors, sachez que lorsqu'on a un épisode dépressif, courir 10 km peut aider, mais il y a d'autres aides qui peuvent être super utiles. Du coup, après cette réunion et les conseils qu'elle a pu te donner ou l'échange que tu as pu avoir avec elle, qu'est-ce que tu en as retiré et comment tu as rebondi après par la suite? J'ai retiré que mes encadrants ne comprenaient rien à mon mal-être, etc. Et que là, je devais passer au niveau supérieur, c'est-à-dire me faire arrêter. J'ai pris des rendez-vous avec ma médecin traitante. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à tout lui raconter. Et elle m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et je lui dis, je veux me faire arrêter. Le 14 janvier 2021, je commence mon arrêt et je suis toujours en arrêt de travail. Là, on est le 27 juin 2022. Donc presque 1 an et demi d'arrêt de travail. Cet arrêt de travail qui commence. À ce moment-là, je ne savais pas qu'il allait durer aussi longtemps. J'avais eu 2 semaines d'arrêt. Puis au fur et à mesure, c'était 2 semaines, plus 2 semaines, puis 1 mois, etc. Et ça continue jusqu'à là. En parallèle, donc, j'essaie de trouver un ou une psychologue spécialisée en psychologie du travail. La psychologue de l'école me soutenait, mais elle voulait que je sois suivie par un psychologue qui soit spécialisé en travail. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je regarde sur Doctolib. La première date disponible à ce moment-là, c'était avril 2021. On était en janvier 2021. J'ai un peu paniqué. Et je me suis dit, c'est dur là, je peux pas attendre autant de mois pour trouver quelque chose. Et par chance, j'ai trouvé un centre qui est spécialisé en burn-out. Et il y avait un rendez-vous dans la semaine. C'était une clinique privée, mais j'ai fait, c'est parti. Et dans la semaine, j'avais ce rendez-vous. Je ramène à ce psychologue, je déballe toute mon histoire. À la fin du rendez-vous, il me dit « Mais en fait, ce que vous me racontez là, il y a une douzaine d'événements traumatiques que je vois.
Et j'entends ça, je me dis « Ah oui, quand même !» Et j'avais pas réalisé à quel point il y avait tant d'événements choquants dans cette période de ma vie. Et je comprends que ça vraiment pas. Il me fait passer un test pour savoir si j'étais en épuisement professionnel, donc vraiment des critères de fréquence de mal-être, etc. Il m'a jamais présenté un certificat pour dire que j'étais un burn-out, mais voilà, pour lui c'était assez clair. Donc là, je commence un suivi. Ce suivi est assez important parce que déjà je me rends compte de l'ampleur de mes traumatismes. Donc j'ai fait plein de thérapies différentes. Souvent c'est de la psychanalyse pour savoir comment ça s'est passé. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, ça s'appelle l'EMDR. Ça consiste à stimuler une personne de manière alternée, gauche-droite par exemple. Et pendant ce temps-là, on nous refait revivre les souvenirs traumatiques pour réduire leur intensité. Mais c'était vraiment impressionnant à quel point ça m'avait aidé. Et je me suis rendu compte de l'ampleur du trauma parce que j'avais enregistré tous l'endroit dans lequel j'ai eu les phrases cassantes que j'ai évoquées, comment j'étais assise dans le bureau, les phrases qu'ils m'ont dites. Et donc c'est un peu comme ça que j'ai vraiment réalisé l'ampleur du burn-out. Et petite anecdote que j'ai oubliée tout à l'heure, c'est que un peu avant mon arrêt de travail, j'ai été convoquée dans le bureau de la directrice de mon école doctorale et je lui ai raconté que voilà, j'envisageais de me mettre en arrêt de travail, que j'avais compris que j'avais un burn-out. Elle m'a lâché la phrase « Un burn-out, c'est quand on ne se lève plus de lit. Je pense pas que vous avez un burn-out. » Assez triste d'entendre ça de la part de la directrice d'une école doctorale, donc qui gère des centaines de doctorants. Et c'est terrible parce que cette personne-là n'avait pas de compétences sur le domaine pour poser ce prédiagnostic. Elle a certes un doctorat, mais pas en médecine, pas en psychologie, apparemment. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai compris que je pouvais pas m'appuyer sur les institutions, les représentants des institutions, des écoles, etc., pour m'aider, que je devais le faire moi-même. Et du coup, le fait d'être en arrêt de travail, ça t'a quand même confronté à tes directeurs de thèse. Comment t'as amené la chose? Comment ils ont accepté cet arrêt de travail finalement? Alors, j'ai jamais su comment vraiment ils ont accepté. Mais il faut savoir que lorsque quelqu'un en arrêt de travail pour ce genre de raisons, ils ont des directives du type ne pas contacter la personne. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est pour des raisons juridiques, pour pas qu'il y ait des problèmes de harcèlement, des trucs comme ça. Donc au début, j'étais un peu surprise que j'ai pas eu de réponse, mais il y avait des raisons. Lors des échanges que tu as eus avec tes encadrants, tu étais toujours toute seule? J'étais toujours toute seule, j'ai jamais été accompagnée par des représentants du personnel ou qui que ce soit. Je pense que c'est une habitude qu'on soit juste avec nos encadrants, encadrantes, et que ça suffit. Il existe des comités de thèse, c'est-à-dire des personnes qui sont censées être neutres, qui interviennent une fois par an pour faire le point et s'assurer qu'on puisse dire les choses à des personnes qui servent d'intermédiaires. Mais jamais j'ai eu affaire à eux. Ils n'ont jamais intervenu dans mon histoire. C'est un peu mon regret d'avoir pas compris que je pouvais être accompagnée. Mais évidemment, on nous rappelle jamais qu'on a le droit d'être accompagné. Donc c'est pour ça que maintenant, avec toutes les informations que j'ai, je sais que les prochaines réunions que j'aurai avec mes encadrants ou l'administration, je vais être accompagnée par un syndicat, en l'occurrence pour ma part. Parce que lorsqu'on est tout seul face à 4 personnes qui pensent à la même chose, on se fait bouffer assez rapidement. Donc voilà, ce serait mon conseil à donner. Ne restez pas seul pour ce genre de choses, ce genre d'entretiens qui sont importants. Soyez accompagnés. Est-ce que tu as eu un retour de certains collègues ou une vision un peu des autres doctorants ou chercheurs dans le labo ou pas du tout? J'ai toujours été transparente sur le fait que j'étais en arrêt de travail, que ça allait pas, etc. Parce que je voulais alerter mes collègues qui sont restés dans l'environnement que j'ai quitté. Et donc j'ai du soutien, j'ai raconté mon histoire. Et déjà, avant que je parte, les personnes se rendaient compte que ça allait pas. J'allais pleurer dans le bureau de mes collègues. On me tendait beaucoup de sopalin pour éponger mes larmes. Et les paroles commençaient à émerger et d'autres de mes collègues commençaient à dire bah moi non plus ça va pas. Il y avait cette envie de parler, d'échanger entre nous sur nos problèmes parce que parfois on pense qu'on est seul avec nos problèmes et que les autres ne connaissent pas ça et qu'on est les seuls à galérer. En fait non, on galérait tous. Donc voilà, ils ont toujours bien reçu ça et j'ai toujours gardé un peu contact avec mes collègues. Et parfois ça amenait à des situations un peu étranges. J'ai toujours mon amie très proche qui continuait son travail en doctorat. Un jour, elle me raconte qu'elle prenait le même train que mon directeur de thèse et il parle de chercheurs comme ça qui ne publient pas d'articles. Et elle ne savait pas trop pourquoi il lui parlait de ça. Elle dit oui, voilà, ils publient pas des articles, ils sont pas trop faits pour la recherche, un peu comme Mian. Et cette phrase, elle était dite 3 ou 4 mois après mon départ du laboratoire. J'étais plus là depuis 3-4 mois et j'entends cette phrase qui me parvient jusqu'à moi que en fait, je n'étais pas faite pour la recherche, tout simplement. J'ai jamais compris pourquoi cette phrase est arrivée jusqu'à moi.
C'était une phrase gratuite qui arrivait jusqu'à moi pour me dire que j'étais pas faite pour le milieu de la recherche. Donc je continuais à avoir des phrases un peu cassantes alors que j'étais plus là. Est-ce que tu as eu d'autres événements qui, même hors du travail, tu as quand même senti cette pression ou ces phrases cassantes, cette culpabilité qui revenait, même quand tu n'étais plus là? Ou c'était l'unique événement qui s'est produit? Je crois que c'est un des uniques événements qui s'est produit. Moi, je continue à en souffrir parce que les événements traumatiques se ramènent un peu à des moments inopportuns. Quand je me ramenais chez moi après un week-end ou quelque chose comme ça, j'associais toujours le fait de revenir chez moi, revenir au labo, alors que j'étais en arrêt de travail depuis longtemps. Par exemple, si je revenais un dimanche chez moi, mon corps avait l'impression que le lundi, j'allais revenir au labo et était paniqué. Et parfois, je revenais chez moi, je commençais à pleurer dans le bus aussi, alors qu'il ne se passait rien le lendemain. Et c'est un peu ça qui est resté, donc j'avais pas trop besoin de phrases supplémentaires. Toute seule, j'étais déjà pas très bien avec les restes de phrases que j'ai eues pendant mon doctorat. Et comment t'arrives à gérer la chose maintenant? Alors, je vais faire une petite escale entre il y a 1 an et maintenant. Donc j'ai commencé à faire un suivi par le psychologue dont je vous ai parlé. Mais ça continue toujours, malgré les thérapies. Je sentais toujours que c'était vraiment très bien ancré dans mon esprit. Et j'ai commencé à avoir une psychiatre. Donc la différence, si vous ne savez pas, c'est que les psychiatres peuvent donner des médicaments, peuvent donner des arrêts de travail, et les psychologues non. C'est juste de la thérapie où on va parler, etc. Donc là, je commence à avoir un rendez-vous avec une psychiatre qui me met sous antidépresseur, mais qui me propose quand même. Elle me demande, voilà, je pense que là, c'est pertinent. Est-ce que vous êtes d'accord? Et j'ai dit oui, parce que j'avais fait beaucoup de thérapie déjà. Même si je voyais les bénéfices, pour moi, c'était pas assez. J'en avais marre d'être un peu à la merci de mes traumas où je pleure un peu n'importe quand. Donc j'ai commencé à être sous antidépresseur il y a 1 an, je crois. Et donc ça, quand même, ça a permis de prendre du recul. Mais c'est vrai que le moment où j'ai pour la première fois cette boîte d'antidépresseurs entre les mains, je me dis ah oui, quand même, c'est quelque chose, quoi. Et c'est pas un mal d'être sous antidépresseur, c'est une aide légitime, mais ça fait quelque chose quand même. Et surtout quand on ouvre la notice et qu'on voit tous les effets secondaires que ça peut provoquer, des pensées suicidaires, etc. On se dit bon d'accord, on va faire avec. Mais ça m'a quand même beaucoup aidée. Entre-temps, j'ai sollicité la médecine du travail. Il y a quand même des personnes qui peuvent aider sur les lieux du travail. Et j'ai pris un rendez-vous avec elle pour lui raconter toute mon histoire. Elle était vraiment choquée. Elle m'a dit une phrase qui m'a marquée aussi, c'est que en fait, quand on a un trouble, un problème mental de ce type, c'est un peu comme si on avait une jambe cassée. Malgré la jambe cassée, si on nous dit de remarcher, de courir, on n'arrive pas. Et c'est pareil en fait pour des états dépressifs comme ça. Ça m'a permis de relativiser, de me dire ok, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cet arrêt. Et ça prend du temps parce que par exemple une jambe cassée, ça met un peu de temps à se remettre en place. Et pareil pour un trouble mental. Grâce à elle, donc elle a soutenu le renouvellement de mon arrêt de travail. Parce qu'il faut savoir que les médecins traitants ne peuvent pas renouveler indéfiniment l'arrêt de travail. Ils doivent avoir l'avis de la médecine du travail. Donc ça va, elle était d'accord et ça a été prolongé sans souci. Mais c'est quand même une épreuve parce que quand on a un arrêt de travail, c'est déjà très dur psychologiquement, on se remet tout le temps en question et en plus on a tout un tas de soucis administratifs, toujours prouvé qu'en fait on va assez mal pour être en arrêt de travail. Mais à partir du moment où j'étais avec ma psychiatre, elle m'a assigné les arrêts de travail sans me poser de questions et c'était beaucoup mieux déjà. Parce que ma médecin traitante a commencé à me poser des questions du type « mais vous faites quoi de vos journées ?» Voilà, toujours un peu un ton culpabilisant sur le long terme, j'avais l'impression. Et je m'aidais du soutien médical, de mes amis très importants, avec qui j'ai beaucoup parlé de ça. J'ai jamais caché ce que je traversais. Et je suis allée parler à beaucoup de monde, des anciens doctorants, doctorantes. J'allais chercher moi-même quand je me rappelais que j'avais croisé quelqu'un qui avait vécu une thèse pas très bien. J'ai envoyé un message, je lui disais voilà, ton histoire m'intéresse, est-ce qu'on peut discuter, etc. Donc je me suis aidée de témoignages aussi pour aller mieux. Et tu es allée vers des associations ou c'était vraiment personne par personne, en message privé par exemple, pour les contacter? C'était plutôt personne par personne. J'ai pas pensé à contacter des associations. Entre-temps, j'ai plutôt profité du travail des associations. Donc là, par exemple, le podcast sur la thèse, il y a bien dans ma thèse, Thésarde. Je me rappelle avoir écouté un épisode spécifique sur un peu le burn-out, etc. Et j'ai appris beaucoup de choses. Le fait d'avoir appris des choses sur ce qui s'est passé pour moi, ça m'a beaucoup aidée. Et je lisais plein de trucs sur le syndrome d'épuisement professionnel, la dépression, la condition des doctorants. Voilà, pas la meilleure lecture que je conseille avant d'aller dormir, mais ça peut aider quand même pas mal pour se rendre compte qu'on n'est pas seul, qu'il y a quelque chose de vraiment très systématique dans le domaine.
qui fait qu'on n'est pas juste une personne isolée qui souffre, mais il y a quelque chose qui va pas quoi, autour de nous. Est-ce que tu dirais que ça t'a aidé pour cette prise de recul à accepter ce que t'as vécu, mais aussi avoir cette envie un petit peu de changer les choses? Oui, carrément. Donc ça m'a apaisé, mais ça m'a aussi bien remonté, paradoxalement. Et je suis quand même assez en colère sur le manque de lucidité sur la question. Donc ça m'a un peu révoltée. J'avais envie de dire à mes encadrants un peu ce que j'avais sur le cœur. Donc là, ça amène encore de nouveaux événements qui sont passés avec eux. Donc après, m'être un peu régénérée, avoir appris sur mon cas, ma situation, je me suis dit, je vais aller contacter les ressources humaines de mon école et je vais leur raconter l'histoire et voilà, on va peut-être faire un truc pour changer les choses. Et en septembre 2021, quelque chose comme ça, septembre-octobre, j'ai un entretien avec 2 de mes encadrants, le DRH, son adjointe, dans leur bureau. C'était assez tendu pour moi parce que je crois que c'était la première fois que j'allais revoir mes encadrants depuis des mois et des mois. Donc faire face aux personnes qui t'ont traumatisé, c'est un peu difficile. Et je me rappelle avoir préparé cet entretien avec la psychologue de mon école. Et ce que je veux dire à cet entretien-là avec les RH, c'est voilà, il y a eu des phrases qui m'ont fait vriller, qui m'ont mis en détresse psychologique assez intense. Et que mon message, c'est faites attention à ce que vous dites, ça peut faire vriller des gens, ayez conscience de ça. Et je reparle de cette phrase qu'un encadrant m'a dite, qui est « il faut que tu travailles comme si ta vie en dépendait ». J'essaie de leur dire que voilà, c'était vraiment une phrase à pas dire et que prenez conscience de l'impact de vos paroles. Et là, je vous cite quelques phrases. Le DRH a dit « ah mais ça c'est un tic de langage ». Mon directeur de thèse a dit « ah mais ça c'est la fougue de la jeunesse ». Il faut savoir que l'encadrant qui m'a dit ça, il a bien 35 ans, quelque chose comme ça. Et l'adjointe RH m'a dit il fallait pas prendre ça au pied de la lettre. C'était très dur comme entretien, mais j'essaie de mettre de côté. Mais heureusement que j'ai pas recréé de nouveaux traumatismes sur ça, mais je reste un peu salée, voilà, c'est dit. Donc j'ai essayé de dire ça et de leur faire entendre que mettre en place des actions de prévention pour la santé mentale, ça pourrait peut-être aider. Et mon directeur de thèse m'a dit mais non mais toi, t'as même pas une thèse avec un projet européen qui met beaucoup de pression, donc c'est un peu comme si j'avais pas les raisons de souffrir et que j'avais pas cette pression quoi. Et il me cite plein d'autres trucs que je comprenais pas. Il me dit mais il y a pire ailleurs quand même. Vous ici au labo vous êtes bien. Si j'ai un message à faire passer là, c'est que c'est vrai que la vie peut toujours être pire, mais elle peut être meilleure. Je fais un peu une analogie avec, vous savez, quand on mange parfois, on n'a pas l'appétit. Il y a quelqu'un qui nous dit, mais pense aux gens du tiers-monde qui ont faim, voilà. Sauf que vous savez que savoir que des gens meurent de faim dans le tiers-monde, ça ne donne pas davantage l'appétit. Voilà, c'est pareil. Donc le savoir que des personnes souffrent encore plus que nous autre part, ça ne nous aide pas à aller mieux. Très important. Et qu'est-ce que tu as fait après cet échange qui n'a pas abouti vraiment à une écoute ou à tes attentes ? J'étais un peu en colère parce que mes encadrants disaient on n'est pas psychologue, donc en quelque sorte c'est pas à nous de faire ça. Voilà, on n'est pas psychologue, c'est ce qu'ils m'ont répété. Donc je pense pas qu'il faut être psychologue pour mettre en place des aides de soutien pour les doctorants, doctorantes, post-doctorantes, etc. Et avant de partir de l'entretien, j'ai la question et vous voulez faire quoi plus tard Comment envisagez-vous de rebondir ? Et je voulais pas répondre parce que s'ils s'en fichaient de moi, de mon état, pourquoi ils se souciaient de mon avenir ? Et très en colère, j'ai sorti le fameux rapport dont je vous ai parlé sur l'épuisement professionnel. Je l'ai sorti et je leur ai dit, voilà, ce rapport il fait 30 pages et encore il y a de la bibliographie derrière, donc je vous invite à le lire. Ça devrait pas être difficile pour vous qui faites de la recherche. C'est un peu votre job de vous renseigner sur ce qui existe et voilà. J'étais très contente. Et je les ai peut-être revus depuis, mais pas dans ces conditions-là de confrontation. Et en parallèle, j'avais revu la médecine du travail, qui me confirmait que je devais pas retourner à mon poste. Et là, elle m'a dit que ce serait pas mal que j'entame une démarche de reconnaissance de maladie professionnelle. Donc la maladie professionnelle, c'est un peu aussi montrer à l'employeur qu'il y a une part de responsabilité venant d'eux, et que voilà. Oui, qu'il y a eu aussi un environnement qui a influencé et qui a entraîné ce qui s'est passé. Oui, exactement. Donc le burn-out, l'épuisement professionnel, il y a une part, certes, de la personne. Il y a des individus qui sont peut-être plus sujets au burn-out que les autres. Souvent, on parle de personnes qui sont très engagées dans leur travail, qui ont envie de bien faire, qui ont vraiment un sens du travail qui est très élevé, on va dire. Lorsqu'il y a un conflit moral entre ce qu'elles veulent faire de leur travail et ce qu'elles peuvent faire, ça court-circuite tout. Donc il y a la contribution de la personne, de l'individu. Donc moi, je fais partie de ces personnes qui ont un profil qui peut provoquer un burn-out de manière assez probable. Mais aussi l'environnement de travail contribue énormément. Donc là, ça fait intervenir des notions de risques psychosociaux. Donc si on a un domaine de travail assez complexe où on va minimiser nos souffrances, etc., donc exactement ce que j'ai eu, ça contribue, ça catalyse tout. Et où est-ce que tu en es dans cette démarche-là ? J'ai envoyé mon dossier
C'était vraiment un dédale administratif assez intense parce qu'à chaque fois, on doit revoir nos médecins, demander un certificat qui prouve qu'on va bien mal. Donc j'ai envoyé mon dossier en avril, là, 2022. Normalement, j'ai la réponse en août. Et ce que je dis souvent, c'est que ça pourrait me permettre d'avoir rétroactivement les salaires que j'ai manqués durant 1 an environ. Au début de mon arrêt de travail, c'est l'employeur qui me payait. Et puis au bout de 6 mois, c'est l'assurance maladie qui prenait le relais. Et là, je suis payée à hauteur d'environ 400 € par mois. J'ai la chance de vivre encore chez mes parents, donc je peux m'en sortir. Mais si on a un burn-out et qu'on ne vit pas avec quelqu'un qui peut nous aider, c'est un peu compliqué. Donc je voulais faire la reconnaissance de maladie professionnelle d'un côté, et de l'autre, il y a toute la question du départ. Là, vous vous demandez peut-être pourquoi je pars pas de ma thèse. Et la réponse c'est je veux partir tout en sachant que mes employeurs, mes directeurs de thèse sachent que c'était pas que ma faute. Parce que souvent on m'a répété que lorsqu'il y a un problème, un litige en thèse, c'est souvent de la faute du doctorant ou de la doctorante. Et je veux leur montrer que c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je veux vraiment qu'une institution tierce reconnaisse le fait que j'étais pas la seule responsable, on va dire. Et de l'autre côté, évidemment, il y a les indemnités. Avoir un épuisement professionnel, ça demande d'avoir un peu des ressources. Et quand on sait que les séances de psychologie, ça coûte facilement 70 € et que c'est pas complètement remboursé par la mutuelle, et qu'une séance de psychiatrie, ça peut monter à 120 € par séance, et qu'on a vraiment besoin, avoir un peu d'argent de manière rétroactive, ça peut aider. Mais c'est un coût, et celui-là, j'aimerais bien que ça soit compensé par la reconnaissance de maladie pro. J'aimerais bien partir en étant licenciée pour inaptitude médicale. Je sais pas si c'est utile de le préciser, mais il faut savoir que le licenciement pour inaptitude médicale, ça demande l'approbation de la médecine du travail. Comme la médecine du travail avait déjà donné des avis défavorables à mon retour en thèse, je me suis dit que ça allait être simple. Non, ce n'est pas le cas. Autre truc intéressant, c'est que dans mon école, il n'y a plus de médecine du travail depuis septembre 2021, depuis presque 1 an maintenant. Et je me suis retrouvée dans l'impasse administrative pour me faire licencier pour inaptitude. Donc le milieu provoque de la détresse psychologique, on a envie d'avoir accès à nos droits, mais on ne peut pas parce que le système est un peu mal organisé, on va dire, en ce moment. C'est complexe. Et aux dernières nouvelles, j'ai lancé la procédure pour me faire licencier. Et j'espère qu'au moment où vous écouterez ce podcast, que j'en serai enfin sortie de la thèse. Et au moins que quelqu'un dans cette institution ait reconnu que j'étais pas juste pas faite pour la recherche. On touche du bois pour que ça fonctionne et que tu arrives à cet objectif. Et maintenant, vu que tu as analysé, même si c'est encore frais, ces événements, qu'est-ce que tu en as tiré de cette période ? J'en ai tiré que je devais prendre soin de moi avant tout. Parce que dans cette période de mal-être lors de ma thèse, je m'étais vraiment oubliée. Je me rappelle ce qui m'avait perturbée au début quand j'avais mes séances avec ma psy, la psy de l'école. Elle terminait toujours ses séances par « prenez soin de vous ». Et au début, je me disais c'est quoi ça, prendre soin de moi ? Ça m'avait perturbée parce que je me rappelais plus de ce que c'était. Et les autres leçons, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais ce que les personnes disent sur vous, ça ne vous définit pas. Vous pouvez un peu écrire votre propre profil, on va dire. Que ce qu'ils voient, c'est pas représentatif de la réalité. Personne n'a le droit de projeter des choses comme ça sur vous, du type « vous n'êtes pas faite pour ça ». Et enfin, souvent on se demande si le burn-out, c'est vraiment l'expérience qui va nous changer la vision de la vie, etc. Mais je recommande à personne cette expérience. 0 sur 10, si on devait la noter. Je remercie pas le burn-out de m'avoir fait traverser cet épisode dépressif, ce trouble anxieux, les antidépresseurs, les crises de larmes, etc. Mais je remercie plutôt les personnes qui m'ont soutenue, mes amis, mes collègues, mes médecins, oui, les syndicats, etc. Les personnes qui m'ont écouté parler de cette histoire encore et toujours. Je remercie pas le burn-out, je remercie plutôt la vie de m'avoir mis sur le chemin de personnes super bienveillantes et même sur votre chemin. Parce que heureusement que des personnes se penchent sur ça et essayent de faire changer les choses. Et je suis contente d'avoir croisé ces personnes lors de mon parcours. Merci à toi parce que tu es venu sur notre chemin, donc on en sort aussi plus grandi de ton histoire. Pour finir le podcast, la première question, c'est vrai que je t'ai demandé quel domaine de thèse t'avais fait, etc. Et que t'as raison, on ne se présente pas par le travail. Du coup, maintenant, si je devais te poser la question et te demander de te présenter, comment tu te définirais ? J'ai pas mal réfléchi à cette question, c'est pas facile non plus de trouver une réponse. Je suis quelqu'un d'assez créatif, j'aime bien la musique, j'aime bien cuisiner, j'ai fait beaucoup de gâteaux pendant ma période d'arrêt de travail. Je pense que je devrais peut-être ouvrir une pâtisserie ou un restaurant bientôt.
Et je sais que j'aime bien militer un peu aussi pour les autres et que cette partie-là a pris beaucoup d'importance dans ma vie et que j'ai compris toute l'importance des luttes sociales et que je comprenais pas forcément avant. Et là, ça m'a tellement aidée à remonter la pente que voilà. Sinon, je suis assez créative, j'aime bien résoudre les problèmes de manière générale. Voilà, et je suis quelqu'un d'assez enjoué et je lâche pas l'affaire. Je me définis plutôt comme ça, mais je suis quand même scientifique au fond de moi. Malgré le fait que je n'ai pas de doctorat, ça va pas partir. Mais c'était pas facile à accepter quand même. Il y a des moments où je me disais même que j'étais pas une bonne scientifique parce que ça m'avait tellement détruite que j'en étais à là. Mais grâce à toute l'aide thérapeutique, ça va mieux. Et voilà, je me définis comme ça et C'est très bien. Et du coup, la dernière question, qu'espères-tu à travers ton témoignage ? à la lumière de cette histoire, j'espère que vous comprendrez que je souhaite me servir dans mon arrêt de travail pour informer sur l'épuisement professionnel, en guérir et faire valoir mes droits. J'espère que vous comprendrez que j'ai tout à fait conscience des exigences du milieu de la recherche et celles de mes encadrants. Cependant, des propos cassants, humiliants, ne doivent pas être justifiés par le désir d'un travail à la fois ponctuel et de qualité. J'espère que vous saisissez mon désarroi face à une hiérarchie qui a excusé des phrases déplacées et destructrices, telles que « tu dois travailler comme si ta vie en dépendait » par la fougue de la jeunesse de mon encadrant ou un tic de langage de sa part. J'espère que vous comprendrez que pour moi, des phrases telles que « on n'est pas psychologue »,« il y a pire ailleurs » et « fallait pas prendre ça au pied de la lettre » ne sont pas des excuses valables pour s'affranchir d'efforts d'écoute et de soutien envers les jeunes chercheurs et chercheuses. Il est stipulé dans le Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. J'espère que vous comprendrez que mes traumatismes passés et à guérir ne peuvent plus me permettre de collaborer avec des personnes qui ont eu si peu de considération envers ma santé mentale. J'espère que vous comprendrez que je souhaite quitter définitivement le milieu de la recherche académique afin de me construire ailleurs. J'espère que vous comprendrez que c'est une décision lourde de conséquences, car j'ai investi les dernières années de ma vie à me diriger vers la recherche académique, un domaine qui me plaisait tant. J'espère que vous comprendrez que je ne désire pas démissionner, car symboliquement, des indemnités de départ pourraient compenser partiellement les dépassements d'honoraires de mes consultations de psychiatrie et psychologie et les coûts des mouchoirs usés par mes larmes au fil des mois. J'espère que vous comprendrez que je me lance dans une reconnaissance de maladie professionnelle, car au-delà des indemnités de salaire rétroactives, je souhaite avant tout faire reconnaître que l'épuisement professionnel qui me poursuit jusqu'à aujourd'hui, je n'en étais pas responsable, contrairement à ce que des membres de mon équipe encadrante ont maintenu. J'espère que vous comprendrez que même si mes collègues me manquent terriblement et que j'ai l'impression d'avoir été arrachée à eux malgré moi, il est plus important pour moi de me protéger et de les protéger plutôt que de revenir à leur côté. J'espère que vous comprendrez ma volonté à parler sans filtre de mon histoire afin de briser les non-dits et militer autant que possible pour le bien-être au travail des actuels et futurs doctorants et doctorantes, car parmi eux se trouvent mes amis, mes collègues et les amis et collègues que je ne connaîtrai jamais. En espérant que l'excellence tant louée par nos institutions ne soit pas uniquement représentée par l'excellence scientifique. Je te remercie d'avoir pris le temps d'échanger sur ce parcours de vie et d'exprimer tous ces objectifs et ces revendications, cette analyse que tu as fait. Donc je te remercie de ce témoignage très prenant et très touchant. Merci beaucoup et merci infiniment pour votre travail parce que là aussi, ce que vous faites, ça fait aussi partie de mon processus pour aller mieux. Pour éclaircir quelques notions liées à ce témoignage, nous allons désormais retrouver Eline et Kali, psychologues, afin de basculer dans leur univers. Bonjour les filles, merci d'être venues et d'accepter de partager vos connaissances une nouvelle fois. Du coup, Mian, elle a abordé dans son témoignage psychologue et psychiatre. Est-ce qu'on peut revenir dessus ? Alors, un psychiatre, c'est un médecin. Un psychiatre, il a fait des études de médecine, puis une spécialité en psychiatrie. Et il peut donc prescrire des médicaments, des traitements. Il s'y connaît en pathologie psychiatrique et évidemment toutes les pathologies classiques. Et le psychologue, lui, a fait des études de psychologie. Donc il a un master, donc un bac+5 en psychologie. Lui, il n'est pas prescripteur, il n'est pas médecin. Donc le psychiatre, il vous fournit
le traitement médicamenteux et il peut aussi être thérapeute. Mais ça, il faut avoir fait une formation en plus, qui est souvent de leur propre volonté. En fait, on termine nos études de médecine et en plus, on fait une formation en thérapie. C'est optionnel en fait. Voilà. Donc, il y a beaucoup de psychiatres qui sont juste prescripteurs. On va les voir et nous fournissent les médicaments adaptés, mais ne peuvent pas prodiguer de soins thérapeutiques. Et les psychologues, en fait, c'est un peu pareil. Parce que à la fin d'un master en psychologie, on n'est pas non plus formé à la thérapie. Donc, ça dépend des masters. Il y en a certains, oui, mais très peu en France. Donc, en fait, si on veut être thérapeute, il faut faire une formation complémentaire après le master. Donc renseignez-vous. Quand vous allez voir un psychiatre ou un psychologue, c'est important de regarder son parcours, voir quelle est son approche, parce qu'en psychologie, il y a beaucoup de courants différents, avec des méthodes de travail complètement opposées parfois. Donc voilà, c'est pour ça que parfois on voit des psychologues et on se rend compte que ça ne nous convient pas, et du coup on pense que tous les psys sont pareils. Voilà, ce qui n'est pas le cas. Oui. Parfois, malheureusement, il faut se renseigner, puis il faut tenter. Faut que ça matche. Ouais. Parce que les psychologues, en fait, ils font un bac+5 en psychologie. Et bon, les spécialités dépendent du master. Souvent, la licence est globalement la même. On apprend les grands concepts de base de la psychologie. Psychologie sociale, cognitive, neuropsychologie. Et en master, on a une spécialisation. Donc, ça peut être enfant, ado, famille, personnes âgées. Et donc là, c'est plutôt... Qu'est-ce qu'on apprend dans les différents masters ? Ça dépend. Pas de la thérapie, en tout cas. C'est vraiment l'évaluation. Oui, parce qu'en fait, on a des stages en psychologie, mais ça reste... c'est pas suffisant pour être prêt à faire une thérapie de A à Z. Clairement, le bac+5, c'est assez intensif, c'est assez court pour condenser toute la théorie qu'on connaît actuellement en psychologie. Donc, voilà. Donc c'est très important de voir si votre psychiatre ou votre psychologue a une formation supplémentaire pour vous accompagner. Donc vraiment se renseigner sur la spécialisation du professionnel, donc psychiatre et psychologue. Ouais, sur le plan de la thérapie. Et important aussi, parce qu'en fait, il y a beaucoup de termes qu'on confond en France, et psychothérapeute, justement. Ouais. Donc psychothérapeute, c'est ce qu'on vient de dire, c'est cette formation en plus. Donc c'est un titre protégé qui est reconnu par l'ARS, l'Agence régionale de santé. À côté, il y a plein de métiers non protégés qui sont aussi dans le soin. Mais il faut vous dire que ces gens-là n'ont pas fait les études derrière. Ça va être des formations courtes ou voire pas de formation. Donc tout ce qui est psychopraticien, par exemple, hypnothérapeute, voilà, il n'y a pas forcément une formation médicale derrière. Voilà. Enfin, on peut tomber sur peut-être des professionnels bienveillants et très bien, mais on peut aussi tomber sur des gens qui ne sont pas formés, qui se disent un jour, tiens, je vais ouvrir mon cabinet, j'ai envie d'aider les gens, et voilà, qui n'ont pas les concepts théoriques derrière. Donc ça peut être dangereux aussi. Oui, donc d'où se méfier et regarder un peu vers qui on s'oriente avant d'aller vers eux. Tout à fait. Et maintenant, si on revient sur un point de vue un peu plus terre-à-terre sur ce que nous a raconté Mian, elle nous parle de dépression, ce qui fait écho à d'autres témoignages, mais aussi de burn-out. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ces deux termes, ou comment vous définiriez ces deux concepts ? Alors, il n'y a pas vraiment de différence. En fait, le burn-out, c'est une forme de dépression. On est sur les mêmes symptômes qu'on peut décrire dans d'autres témoignages de tout ce qu'est la dépression. Simplement, le burn-out, c'est une maladie très récente qu'on a entendue partout, qui a pris beaucoup d'ampleur, simplement parce qu'en fait, c'est un trouble qui est lié à notre société. C'est lié à la valeur du travail, qui est de plus en plus productiviste, qui éloigne dans les métiers du soin notamment, ou dans le métier de la recherche, ça éloigne beaucoup les personnes de leur valeur, en fait. Pourquoi je suis venue faire ça ? On retrouve ça dans l'enseignement aussi. Voilà, c'est tous ces métiers très sujets au burn-out, parce que les personnes se retrouvent, on dit, face au mur. C'est vraiment ça un burn-out. C'est je ne vois plus de sens à ce que je fais, je ne sais plus comment m'en sortir, je peux plus faire ce métier en fait. Voilà. Donc c'est la dépression qui souvent part d'un mal-être au travail. C'est ça qu'on appelle le burn-out en fait. Du coup, dans le cas de Mian, on est totalement sur un burn-out et c'est totalement lié à son environnement de travail. Clairement, il y a plein de choses défaillantes autour d'elle. Elle le dit très bien, donc on a relevé des petites phrases de choses à ne pas dire dans votre milieu de travail. Déjà, elle avait une pression de dingue. Ses encadrants ont pu lui dire « Si tu n'as pas lu tous les articles du domaine, tu es déjà en retard. » Donc, on lui dit « Tu dois travailler comme si ta vie en dépendait. »
Tu dois respecter tes deadlines comme si ta vie en dépendait. C'est ça, exactement. Si tu travaillais en entreprise, tu aurais déjà été viré. Donc ça, voilà, c'est toutes les pressions, le fait de... ton travail, ça devient le cœur de ta vie, clairement. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les thèses, malheureusement, où il n'y a pas ces limites-là. Et limites floues, notamment dues au statut qui est un peu compliqué, où on est à la fois salarié et étudiant. Donc voilà, pour se poser des limites, pour avoir un cadre plus stable, plus serein, et c'est compliqué. Après, une autre chose qui est défaillante et qui peut être facteur de burn-out, là, dans le cas de Mian, c'est vraiment la tendance de ses encadrants ou de ses collègues à invalider ce qu'elle ressent ou à minimiser. Ça, on le retrouve dans, malheureusement, plein de situations dans le cadre de doctorants où il y a un peu cette idée préconçue de il faut souffrir pour y arriver, on est tous passés par là, ça fait partie du jeu, ça, ils ont pu le dire. Non. C'est pas normal de faire une dépression dans son travail, c'est pas acceptable et ça devrait pas être les règles du jeu. Donc faut arrêter de dire des choses comme ça. Et après, dès qu'elle a pu essayer de se confier à ces personnes, voilà, ils ont tout invalidé ou en tout cas ils l'ont fait culpabiliser en lui disant t'aurais dû nous en parler avant. Sauf que elle ne recevait pas les signaux qui lui permettaient de faire confiance en ces personnes forcément. Donc c'était compliqué d'en parler pour elle. Et voilà, ça a pu aller jusqu'à des réflexions du type on n'est pas des psychologues non plus. Donc voilà, là, il y a le paradoxe de tu dois nous en parler, et une fois qu'elle le fait, on lui dit moi, on peut pas t'aider, on n'est pas psy. Bon voilà, tout ça, ça fait évidemment qu'il y avait plein de facteurs là de risque pour tomber en dépression. Voilà. Oui, parce que du coup, c'est cette ambivalence un petit peu qui fait que ce n'est pas vraiment stable et tu ne sais pas sur qui te reposer finalement. C'est ça. Durant son témoignage, Mian, elle parle aussi de traumatisme. Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion ou du moins essayer de la clarifier un petit peu ? Oui, alors pour vous donner une idée générale, dans la vie, on vit des événements de vie soit positifs, soit stressants, donc avec un facteur de stress. En fonction de notre résilience, de la façon dont on fait face aux choses, les événements stressants peuvent devenir des événements traumatiques. Donc on parle de traumatisme quand le vécu a été tellement difficile que, en gros, c'est au niveau cérébral, la charge émotionnelle est tellement forte lors de cet événement qu'il ne peut pas être encodé en mémoire à long terme. C'est ça qui se passe au niveau du cerveau. Il ne peut pas digérer l'information. Voilà. C'est trop dur à accepter, en fait. Donc ça reste là à tourner dans ma tête et je ne peux pas l'accepter. Ok ? Donc ça va être un gros travail, notamment donc les thérapies recommandées dans le cas des traumatismes. Donc quand ça devient un trouble du stress post-traumatique, on va détailler après, c'est ce qu'on appelle le MDR, donc qui va permettre un travail en fait au niveau cérébral pour réencoder l'information de façon adaptée. Voilà, c'est digérer l'info. Pour pas que les images nous reviennent en tête à des moments inopportuns. Pour plus qu'elle tourne du coup. C'est ça, parce que du coup, quand le traumatisme se transforme en trouble, ce qui n'est pas toujours le cas, on a tous vécu des événements traumatiques dans notre vie. Parfois, on arrive à avancer avec, parfois pas. Et donc, quand on n'y arrive pas, c'est ce fameux trouble de stress post-traumatique donc, qui va être défini par des symptômes de type les flashbacks. Donc, en gros, il y a des moments très détaillés, par exemple une agression, on va prendre une agression physique. Il y a des moments de mon agression qui me reviennent comme ça dans la tête, alors que je suis en train de prendre le café avec des amis. C'est pas du tout le moment, il n'y a rien qui m'a rappelé ça, et pourtant ça arrive. Et donc là, je revis le stress de manière très intense, vraiment comme si j'y étais. Ça, c'est ce qu'on appelle les reviviscences. Donc en gros, on est tout le temps sur les nerfs, tout le temps en état de stress. Un petit bruit va nous faire sursauter. Enfin voilà, c'est vraiment cet état-là. Il y a des troubles du sommeil, ça peut toucher l'alimentation, etc., etc. Et il y a souvent des troubles associés, type troubles anxieux, dépression. Mais encore une fois, tout traumatisme ne mène pas à un tel trouble. Hein. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces analyses et toutes ces précisions apportées. De rien. Pour célébrer à la fois ce dernier épisode, mais également le courage des doctorants témoignants, l'équipe de Sentez-vous bien a décidé de se prêter à cette fameuse tradition de fin d'épisode. Qu'espérons-nous à travers cette série de podcasts ? Nous espérons que Sentez-vous bien t'a plu, t'a captivé, t'a offert une vision plus large de la santé mentale et idéalement t'a permis de déconstruire quelques idées reçues. Nous espérons aussi t'avoir fait découvrir des personnes aussi bien différentes que touchantes, et ce à travers des discours alarmants, émouvants et révoltants. Et si nous pouvons ajouter encore une dernière chose,
Nous espérons que Sentez-vous bien, ici on ne se taise pas, reviendra pour une 2e saison, que tu feras toujours partie de nos auditeurs, voire de nos futurs compteurs. Alors, merci. Tu viens d'écouter le témoignage de Mian et l'avis expert d'Eline Ekali. Ce témoignage a pour but de déstigmatiser ces situations complexes, mais ne remplace en aucun cas un suivi thérapeutique. Si tu ressens un besoin d'aide et d'écoute, rapproche-toi de ton entourage, professionnel de santé ou encore association. Des ressources sont indiquées dans la description. Tu peux nous suivre sur Instagram et Twitter. Pour nous soutenir, n'hésite pas à t'abonner à notre compte sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour tout partenariat et ou envie de partager ton histoire, contacte-nous à l'adresse mail suivante: svb-off@outlook.fr. Nous remercions chaleureusement Mian d'avoir accepté de se livrer. Ce témoignage a été recueilli et réalisé par Amélie Gauthier, Marine Leclerc et Noémie Slavski. Nous remercions Lucia Dorley, Lucia Musique sur Instagram, pour l'enregistrement et le mixage. Ainsi qu'Eline Ekali, psychologue de profession connue sous le nom de Psychobaye sur Instagram, pour leurs connaissances scientifiques apportées.